Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. C'est une joie de vous accueillir dans cette nouvelle rencontre de sophisme et phénoménologie. Merci pour votre présence. Alors continuons le chemin. Cette rencontre, je l'intitule « Entendre le chant de l'oiseau, son silence ». Nous sommes encore dans la nuit, mais déjà les premières lueurs du jour apparaissent et j'entends le chant de l'oiseau qui m'invite à me tenir avec lui au bord du jour. J'entends le chant de l'oiseau. Mais qu'est-ce que l'entendre, le chant de cet oiseau? Qu'est-ce que l'entendre au sens le plus fort du terme, au sens où Cézanne voit la montagne Sainte-Victoire, c'est-à-dire l'accueil dans son énigme, l'accueil dans les mouvements inépuisables qui surgissent en elle, circulent en elle, qui sont sa présence même, sa réalité. Qu'est-ce donc entendre le chant de cet oiseau? Ce n'est pas seulement le reconnaître, ce n'est pas seulement identifier à travers les sons que j'entends cet oiseau en train de chanter. Assurément, entendre le chant de cet oiseau, au sens le plus fort du terme, c'est bien plus profond, c'est bien plus merveilleux que cela. Entendre le chant de cet oiseau, c'est l'accueillir dans son énigme, dans les souffles intérieurs qui circulent en lui, c'est consentir à se laisser affecter en profondeur par ce chant, à le laisser résonner silencieusement en moi. C'est prendre soin de lui, c'est entendre son appel qui me dit « Entends-moi ». Accueille ce qu'il y a d'excessif, d'inépuisable en moi pour que je puisse être. Entendre le chant de l'oiseau, c'est l'aimer. Et il ne peut surgir, cet oiseau-là, dans l'arbre, caché derrière les feuillages. Il ne peut surgir là, cet oiseau, que pour autant qu'il surgit en même temps en moi. Non pas dans sa matérialité, mais dans sa réalité, dans l'énigme qu'il est. Nous pourrions encore dire dans son secret, dans ce qu'il y a en lui d'à jamais inépuisable, d'à jamais à venir, dans ce qu'il y a en lui de vivant. Qu'est-ce donc qu'entendre le chant de cet oiseau? Ce n'est pas seulement repérer dans les sons que j'entends l'exemplaire d'un chant d'oiseau allant de soi. Oui, je sais ce qu'est un oiseau. Je peux identifier le chant de cet oiseau, de ce type d'oiseau-ci, le chant de ce type d'oiseau-là, et me voici en présence d'un exemplaire de ce chant. Non, ce chant-là, si vous voulez, ce chant allant de soi, dont je pourrais repérer les différents exemplaires et les comparer, ce chant-là, c'est un chant dans la tête, c'est une représentation, ce n'est pas une présence, ce n'est pas un surgissement. Le chant de l'oiseau, il ne peut surgir, apparaître, au sens le plus fort du terme, là, dans cet arbre, derrière les feuillages, que pour autant que je le laisse naître en moi, surgir silencieusement en moi, que pour autant que j'accueille son énigme en moi, que je nais dans son énigme, que je prends soin d'elle. Entendre le chant de l'oiseau, c'est le laisser être dans son énigme, c'est-à-dire dans son être même. Entendre le chant de l'oiseau, ce n'est pas l'identifier, ce n'est pas seulement le reconnaître, c'est naître avec lui, naître en lui, le laisser naître en moi. Et
c'est cette connaissance, pour utiliser cette connaissance, pour utiliser la fameuse expression de Claudel, que Merleau-Ponty, dont je m'inspire librement ici, aimait beaucoup. C'est cette connaissance qui est l'être même de ce chant. On peut dire en ce sens que à l'être humain, il est demandé d'accueillir l'énigme de toute chose, de voir, d'entendre. On trouve d'une façon ou d'une autre dans les traditions spirituelles cet appel à voyez, entends. Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas. Alors pour une part, on ne peut pas ne pas voir, on ne peut pas ne pas entendre. Notre chemin est bien celui-là. Il nous est confié d'accueillir de façon radicale toute chose en son énigme. Et il nous faut comprendre, dans la perspective que nous développons ici, que ne pas accueillir, mais on est toujours déjà dans cet accueil, mais il s'agit de le libérer, de le laisser se déployer dans sa profondeur infinie. Ne pas se tenir dans cet accueil, c'est mettre à mal la réalité même des choses. Y a-t-il encore des oiseaux en train de chanter dans le monde? Y a-t-il encore des rivières? Y a-t-il encore des montagnes? Si tu réduis la montagne à sa matérialité, si tu réduis la rivière à sa matérialité, au fond, dans la perspective que nous développons ici, tu fais de ces montagnes, de cette rivière des représentations dans la tête. Oui, il y a de la rivière possible, et voici telle rivière, telle autre rivière, et encore telle autre rivière. Mais ce qui fait la présence de la rivière, son surgissement, son apparaître même, c'est l'énigme qu'elle est. Ce sont les mouvements invisibles qui se déploient en elle et qui m'est donné d'accueillir, de laisser circuler invisiblement en moi. De la même façon, ce qui fait la réalité des oiseaux, de leur chant sur terre, c'est leur énigme. C'est ce qu'il y a en eux d'inépuisable, et c'est précisément pour cela que les oiseaux qu'on rencontre sur la terre d'ici-bas ne sont pas les seuls oiseaux. Il y a les oiseaux que l'on rencontre sur la terre d'ici-bas sont en quoi se donnent à accueillir une énigme qui est susceptible de prendre chair dans d'autres corps, d'une autre façon. Et c'est bien en ce sens que le poète vont pouvoir, célébrant le chant de cet oiseau, l'accueillir dans la texture charnelle de leurs mots. Et c'est pour cette raison encore que le chant de cet oiseau va venir me visiter dans mes rêves. Et c'est encore pour cette raison que cette danseuse, ce danseur va pouvoir, dans la mise en charge de ces gestes, laisser un oiseau prendre chair en eux. Il n'y a d'oiseau réel qu'à la façon d'une énigme, qu'à la façon d'une énigme qui se déploie ici, maintenant, au bord du jour, dans le chant de cet oiseau, mais qui peut tout autant se déployer, tout aussi radicalement dans les mots de la poète, dans les gestes de ce danseur. Il y a une profondeur inépuisable de l'oiseau. L'oiseau ne surgit toujours encore qu'à la façon d'une énigme, et l'entendre, c'est accueillir dans les sons même que je reçois la profondeur, l'inépuisabilité même de l'oiseau, ce qu'il y a en lui à jamais inépuisable. Y a-t-il encore des
des oiseaux sur Terre? Y a-t-il encore des rivières? Y a-t-il encore des montagnes? Cette question est très très profonde. Les rivières sont polluées, les oiseaux disparaissent, ils chantent de moins en moins. Mais si ils sont amenés à disparaître matériellement, parce qu'ils ont d'abord disparu dans leur énigme même, dans leur réalité même, dans leur apparaître même. Il ne suffit pas pour qu'il y ait des oiseaux sur Terre que tu puisses repérer dans la matérialité de ces sons ou dans la matérialité de cette eau ce que tu appelles dans ta tête oiseau, ce que tu appelles dans ta tête rivière ou ce que tu appelles dans ta tête montagne. Alors nous sommes toujours déjà en train de voir, nous sommes toujours en train d'entendre, mais si nous refusons de voir, si nous refusons d'entendre, si nous ne laissons pas cette vision, si nous ne laissons pas notre pouvoir d'entendre se déployer, surgir, se libérer, si nous ne participons pas à sa libération, les oiseaux disparaissent, les montagnes disparaissent, elles sont nivelées, la terre devient aride. Bien entendu, il y a encore les rivières dans la tête qui te permettent de repérer cette eau d'identifier cette eau comme étant celle d'une rivière ou ces sons comme ceux d'un oiseau, mais tu n'as plus la présence. Alors elle est toujours déjà là, hein, cette présence. On ne peut pas ne pas voir, on ne peut pas ne pas entendre. Mais nous pouvons fuir cette vision, nous pouvons fuir le chant de l'oiseau, fuir cette interpellation qu'il nous adresse, refuser de recevoir de ce chant même qui surgit dans la nuit, la vie. L'inépuisabilité même de la vie. Si nous voulons prendre soin des rivières, prendre soin des montagnes, prendre soin des oiseaux, il nous faut d'abord les accueillir dans ce qui fait leur réalité même. Il nous faut faire droit au fait qu'un oiseau, c'est de l'apparaître. C'est le surgissement d'une présence, c'est celle d'une énigme. Entendre le chant de l'oiseau dans la perspective que nous développons ici, c'est être affecté en profondeur parce qu'il y a en lui d'inépuisable et qui nous appelle, qui nous demande de prendre soin de lui. L'oiseau surgit là dans l'arbre parce qu'il surgit en moi, est accueilli en moi, accueilli dans son énigme. Et moi-même, l'énigme que je suis, elle ne surgit que nourrie, portée par cette rivière, par cette montagne, par le chant même de l'oiseau. Nous partageons l'inépuisabilité même de la vie, une même énigme. Entendre le chant de l'oiseau, dans la perspective que nous développons ici, c'est le laisser résonner silencieusement en moi. C'est l'accueillir dans ce que je vais vous proposer d'appeler son silence intérieur. C'est le laisser résonner, vibrer en moi. Alors pour déployer cette problématique, je vous propose d'aller au concert de jazz, de pop, de musique classique, de musique du monde. Prenons ce concerto de Chopin, si vous le voulez bien. Je l'ai écouté tant de fois. Les premières notes surgissent. Ça, c'est le concerto de Chopin. Je l'identifie. J'en ai entendu des versions de ce concerto de Chopin. Si vous voulez, quand je dis cela, je laisse entendre qu'il y a un concerto de Chopin, tout possible,
et qui va être plus ou moins bien joué par tel interprète ou par tel autre interprète auquel je vais être davantage attentif, par rapport auquel je vais éprouver tel type de sentiment plutôt que tel autre type de sentiment selon les situations, mon histoire, la façon dont l'œuvre est interprétée. Mais est-ce cela, entendre le concerto de Chopin? Alors, toujours déjà, on l'entend, mais il s'agit de libérer cette expérience musicale que nous pouvons faire de sa présence, car entendre le concerto de Chopin, ce n'est pas seulement l'identifier, le reconnaître, c'est le laisser surgir dans son énigme, c'est laisser les souffles intérieurs qui circulent en lui ne pas se dissiper, mais prendre. Et ils ne peuvent ne pas se dissiper, ils peuvent prendre ces souffles intérieurs qui circulent dans l'œuvre qu'en étant accueillis en moi, que pour autant que je m'ajuste à ce que l'œuvre demande pour pouvoir surgir, pour pouvoir apparaître. Ce qui m'est donné lorsque j'entends au sens fort du terme ce concerto de Chopin, ce n'est pas un exemplaire de ce concerto. Ce n'est pas une représentation parmi d'autres représentations, c'est le concerto lui-même qui vient nous visiter. Et ce soir-là, je dois le dire avec cette pianiste, le concerto était là d'une façon inouïe. Et une fois que tu l'as entendu, une fois que tu l'as accueilli dans son énigme, dans ce qu'il y a d'inépuisable en lui, tu ne peux pas ne pas encore désirer l'entendre, encore partager cette présence. Entendre, c'est être engagé dans un chemin sans fin possible. C'est accueillir l'œuvre en soi, c'est-à-dire accueillir les mouvements inépuisables qui sont son être même. Mais qu'est-ce que je veux dire en parlant de souffle intérieur de l'œuvre, ou encore des mouvements inépuisables qui circulent en elle? Voici les flûtes. Je les entends. Elles s'articulent avec les hautbois, le piano, et cette articulation constitue l'œuvre de Chopin, le concerto que je parviens à identifier, à reconnaître. Au fond, dans cette perspective, l'œuvre, c'est l'articulation d'un ensemble de dimensions. De la même façon que la montagne de Cézanne, si je me contente de l'apercevoir, est un peu en train de s'élever, un peu en train de peser, un peu en train de s'étendre, un peu en train de se resserrer, de se contracter. Mais voici tout à coup que ces flûtes s'activent. Ce n'est pas qu'elles sont jouées de façon plus forte. Elles restent toutes en discrétion. Mais dans la discrétion de ces flûtes, tout à coup, je suis éveillé à quelque chose de plus grand qu'elle, mais qui résonne et qui vibre en elle. J'entends tout à partir des flûtes. Non pas seulement un peu, mais tout. Toute l'œuvre se déploie à partir des flûtes, comme si les flûtes étaient la clé d'entrée de l'œuvre de Chopin. Mais voici que j'entends tout à partir des hautbois, à partir des violons, des violoncelles, à partir du piano lui-même. Comme si chaque instrument, comme si chaque ligne sonore devenait absolue. Il n'y a pas seulement les instruments, il y a ce qui surgit dans la relation même entre ces instruments. Il y a des souffles qui surgissent. Je suis pris par le mouvement des flûtes, le mouvement des violoncelles, le mouvement du piano, et ces mouvements s'activent les uns les autres, sans fin possible, sans repos possible. Qu'est-ce donc que je suis à ce moment-là en train d'entendre? Pas seulement les flûtes, pas seulement le hautbois, pas seulement le piano, pas seulement les violons, les violoncelles. Je me tiens dans un espace de résonance, dans un espace silencieux,
dans une résonance silencieuse à partir en laquelle les flux sonores circulent. L'œuvre de Chopin elle nous visite. L'œuvre de Chopin, ce n'est donc pas seulement les sons qui me permettent de l'identifier, ce sont les souffles qui surgissent en elle et qui s'ajustent d'une façon telle que j'éprouve une présence, la présence de l'œuvre elle-même. Ce qui fait entendre l'œuvre de Chopin, c'est laisser ces souffles surgir, s'ajuster les uns aux autres, circuler sans repos possible. C'est laisser la résonance intérieure de l'œuvre entrer en moi, naître en moi. À ce moment-là, je ne peux pas être dans mon fauteuil n'importe comment. Je redresse le dos. Je suis tout entier aux flûtes, mais les flûtes, elles me conduisent tout entier au hautbois, qui me conduisent tout entier au piano, au violoncelle, au violon. Et ces différentes lignes de force qui se déploient silencieusement, à même les sons, ces différentes lignes de force, il s'agit de les laisser s'ajuster. On n'annule pas l'énigme, on lui permet de prendre ces mouvements invisibles, ces mouvements, pardonnez-moi, intérieurs qui circulent désormais dans l'œuvre de Chopin, ces mouvements intérieurs qui ne cessent de s'activer les uns les autres, ils ne se dissipent pas, ils prennent. Je suis en présence de l'œuvre, je l'entends. Ce qui fait l'œuvre de Chopin, ce qui fait sa réalité même, au travers, dans et au-delà des sons qui me permettent de l'identifier, c'est cet espace de résonance intérieure qu'il s'agit d'accueillir. Il se pourrait que l'œuvre soit jouée d'une façon tellement mécanique, que bien entendu, chaque instrument fait sa petite part du travail, mais il ne se passe rien, absolument rien. Il ne se passe quelque chose. L'œuvre apparaît. Il y a dans le monde la merveille de l'œuvre de Chopin, comme il y a dans le monde la merveille des montagnes, des chants d'oiseaux, des rivières. Surgit dans le monde l'œuvre de Chopin. Ces sons deviennent l'œuvre de Chopin, parce qu'à travers eux, en eux, des souffles surgissent et se composent. Et ils ne peuvent surgir et se composer qu'en entrant en moi, qu'en se déployant silencieusement en moi, je deviens cela même que j'entends. Je ne peux pas ne pas devenir cela même que j'entends. Continuons la description, si vous le voulez bien. Je vais jouer ce nocturne de Chopin. Bien sûr, la main droite a davantage en charge la mélodie. Tu joues tu joues la partition de la main droite et tu repères aussitôt ce nocturne de Chopin. Tu l'identifies. Ah oui, ça c'est le nocturne de Chopin. Et on pourrait se dire que la main gauche a comme fonction d'accompagner le déploiement de cette ligne mélodique, d'introduire des variations, du dynamisme dans cette ligne mélodique. Je joue un peu de la main droite, je joue un peu de la main gauche. Si mon jeu, aussi brillant techniquement soit-il, se limite à cela, je vais produire une version parmi d'autres possibles de ce nocturne de Chopin, mais je n'aurai pas le nocturne lui-même. Mais voici que, pour simplifier bien sûr la description, voici que je me laisse prendre tout entier par la mélodie de la main droite,
par le mouvement de la main droite. Je ne suis pas simplement un corps qui joue un peu de la main droite et puis un corps qui joue un peu de la main gauche. Je suis tout entier pris par le mouvement de la main droite. J'entends le nocturne absolument à partir de la main droite, à partir de cette ligne mélodique-là, à partir de ce flux sonore-là. Et tout mon corps est en train d'être pris par cette ligne mélodique-là. Et puis voici que la main gauche, à son tour, prétend être l'essentiel, prétend être c'est à partir de quoi l'œuvre s'entend. C'est merveilleux, l'œuvre se déploie tout entier dans ce chemin-ci, et tout entier, l'œuvre se déploie tout entière dans ce mouvement-ci, et tout entière dans ce mouvement-là. Des souffles sont en train de surgir. Je suis en prise non pas seulement avec des sons, je suis en prise non pas seulement avec des mouvements à exécuter, mais avec des souffles intérieurs. Je suis tout entier pris par ce mouvement-ci, tout entier pris par ce mouvement-là. Et il va s'agir de jouer la partition de façon telle que ces souffles vont pouvoir s'ajuster les uns aux autres. Que suis-je donc en train d'entendre? Je ne suis pas seulement en train d'entendre le flux sonore de la main droite et le flux sonore de la main gauche, je me tiens dans le silence, dans la résonance intérieure de ces lignes mélodiques. Je me tiens dans le silence, comme si l'œuvre s'était vidée d'elle-même, comme si elle était bien plus profonde que sa seule cohérence apparente. Il y a cette mélodie de la main droite, cet accompagnement de la main gauche, et à un moment donné, chaque ligne mélodique devient l'essentiel, en même temps que les autres. Qu'est-ce donc que je suis en train d'entendre tout à la fois, de façon telle que chaque ligne mélodique ouvre aux autres, active les autres, sans repos possible. L'œuvre devient inépuisable. Et vous m'entendez quand je dis cela. Inépuisable, ça ne veut pas simplement dire qu'il y a un concerto, un nocturne de Chopin, et que ce nocturne de Chopin peut être indéfiniment interprété ici, maintenant, tout à l'heure, encore. Non, ce qui fait l'inépuisabilité de l'œuvre Chopin, ce n'est pas le caractère indéfini de ses effectuations possibles, comme s'il y avait un nocturne tout possible, et puis le caractère illimité de ces différentes effectuations matérielles. Non, ce qui fait l'inépuisabilité du nocturne de Chopin, ce sont les souffles qui s'emparent de lui, et qui fait que aussitôt que j'entends tout à partir de cette entrée-ci, je suis amené à entendre tout du point de vue de cette entrée-là. Je me tiens, s'il y a œuvre, s'il y a présence, je me tiens dans le silence. Et le silence ici, il ne faut pas l'entendre comme absence de son. Et que l'œuvre, quand elle surgit à partir de son silence intérieur, à partir de cet espace de résonance, à partir de cet espace au sein duquel et autour duquel les souffles intérieurs de l'œuvre se mettent à tourner. L'œuvre fait être son propre silence. Elle surgit dans son propre espace de résonance. Et cet espace de résonance, il s'empare de moi. Il s'empare de moi et me demande de prendre soin de lui. Il est au plus haut point vulnérable, il est au plus haut point puissant. Je suis pris par l'œuvre, mais une œuvre qui me demande de l'accueillir pour pouvoir être. Je l'ai écouté tant de fois, ce nocturne de Chopin, mais ce soir-là, avec cette pianiste, ce nocturne nous a visités, nous l'avons entendu, un grand frisson s'est emparé de nous. Nous avons été conduits dans le silence même de l'œuvre. Dans sa résonance intérieure. Entendre l'œuvre, entendre ce nocturne de Chopin, c'est l'accueillir dans ce qu'il y a en lui d'inépuisable, c'est l'accueillir dans son énigme radicale, et c'est ce qui fait que
chaque fois que ce nocturne est joué, ce n'est pas un nocturne tout possible qui est effectué. Ce n'est pas un exemplaire d'un nocturne tout possible que nous avons à faire, mais une véritable création. Comme si ce qu'il y a de radicalement vulnérable dans ce nocturne, d'inépuisable, d'inachevé, surgissait ici et maintenant. Entendre, c'est participer à la création. C'est laisser le nocturne prendre chair, ici et maintenant, très singulièrement. Alors cette expérience est bouleversante. Revenons un instant au concerto de Chopin, si vous le voulez bien. Évidemment, les flûtes restent discrètes comme il aurait demandé de l'être. À tel moment, le piano est davantage en position dominante. Donc, si vous voulez, sur le plan des apparences, il y a évidemment des moments où tel instrument est davantage importe ou est davantage en fond, est davantage mis en position de figure ou est davantage en position de latence. Mais lorsque nous passons au plan de l'œuvre elle-même, lorsqu'il y a œuvre au sens le plus fort du terme, création, et il n'y a de création que de ce qui est à jamais inépuisable. Lorsque l'œuvre surgit, les flûtes, aussi discrètes soient-elles, sont tout aussi essentielles que le piano, et que les violons, et que les violoncelles, et que le hautbois. Chacune participe de façon essentielle, au même titre que les autres, quelle que soit l'importance apparente des uns et des autres, participe au même titre que les autres au surgissement de l'œuvre, au surgissement de son silence intérieur. Il faut ajuster les flûtes, les violons, les violoncelles de façon telle que les souffles qui se déploient en eux s'ajustent, prennent, ne se dissipent pas. Entendre le concerto de Chopin, c'est laisser les différentes dimensions de l'œuvre partager un même espace de résonance, hein, le silence. Je reviens alors au chant de l'oiseau. Et entendre le chant de l'oiseau, pour le faire ici couvrir la description, tellement il y aurait à dire, à vivre. Le chant de l'oiseau, qu'est-ce donc? Si tu en restes au plan de la perception, tu dis, le chant de l'oiseau, c'est ce que je parviens à identifier, reconnaître dans ces sons-ci, dans ces sons-là, dans ces autres sons encore. Entendre le chant de l'oiseau, c'est l'accueillir dans son énigme. Par exemple, j'entends le chant de l'oiseau. Je suis tout entier dans la mélodie qui se déploie en lui. J'entends le chant de l'oiseau. Je suis tout entier dans le timbre de ce chant. J'entends le chant de l'oiseau. Alors, il se déploie, puis silence. Et puis après quelque temps, il surgit encore. Silence, il surgit encore. Le chant de cet oiseau, c'est un certain rythme. Qu'est-ce donc que le chant de l'oiseau? Est-ce un peu le rythme, un peu le timbre, un peu la mélodie? Non, ce sont les trois en même temps, absolument. Je suis tout entier pris dans la mélodie, tout entier pris dans la rythmicité de ce chant, je suis tout entier au timbre de ce chant. Lorsque j'accueille les différentes dimensions de ce chant, comme aussi essentielles les unes que les autres, lorsque je laisse en ce sens des souffles surgir à même ce chant, lorsque je laisse un espace de résonance se déployer au sein même de ce chant, alors je l'entends. Alors je l'accueille dans son énigme, dans ce qu'il a d'inépuisable. Alors
il y a dans le monde un oiseau en train de chanter. Entendre le chant de l'oiseau, dans la perspective que nous développons ici, c'est nécessairement laisser cette énigme, cette résonance m'habiter, prendre chair en moi. C'est l'accueillir. On peut dire encore, c'est laisser ce que ce chant a d'inépuisable, c'est laisser les mouvements intérieurs inépuisables de ce chant se mettre à résonner, vibrer en moi. Je deviens, à même mon corps accueillant le chant, présence de ce chant. Le chant entre en moi. Il ne surgit là, l'oiseau dans l'arbre, en train de chanter, que pour autant que je consens à le devenir, ce chant. Que pour autant que je consens à laisser cet oiseau introduire en moi ses mouvements intérieurs, son énigme, son secret. Alors cette thèse, elle est bouleversante pour moi. Donc voici que le concert se déploie. Il arrive bien ce qui doit arriver, la dernière note, silence. Alors ce silence, vous pouvez l'entendre comme absence de son. Voilà, l'œuvre est terminée. Alors ce silence peut être très vite comblé par les applaudissements et puis progressivement par toutes les paroles que l'on va échanger. Mais en fait, ce silence, il nous faut l'entendre aussi comme la présence même de l'œuvre. Si je l'ai entendu, qu'est-ce donc que participer à ce concerto de Chopin? Mais c'est laisser l'espace de résonance de l'œuvre progressivement et en même temps subitement s'installer en moi, prendre chair en moi, de façon telle que lorsque l'œuvre est finie dans les apparences, lorsqu'il y a fin de l'exécution, l'œuvre continue à vivre en profondeur, dans sa résonance, dans sa réalité même, à même mon corps. Je sors de la salle de concert, je me mets à marcher dans la rue et j'éprouve les mouvements de mon corps habité par ce que l'œuvre a déposé en moi, être habité par l'œuvre elle-même, par sa réalité même, qu'à ma façon, de la façon même dont je marche, de la façon dont je regarde les gens, je regarde les maisons, je rejoue à ma façon. Comme si l'œuvre, disparaissant sur le plan des apparences, surgissait dans une nouvelle modalité d'être. Elle a pris chair en moi, il va se remettre en jeu, en son énigme même, dans la façon même dont je vais marcher, dont je vais vivre, rencontrer les autres. Et je vais peut-être écrire un texte. La poète va écrire un texte et cette œuvre de Chopin, surgit en elle, l'habitant dans son énigme, va se déployer dans la chair même des mots. Tu ne peux pas entendre l'œuvre sans avoir à la réinventer à même ton corps, à même les résonances intérieures de ton corps. Mais regardons maintenant la pianiste avant le concert. Silence. Alors, ce silence de préparation, ce silence inouï. Bien sûr, elle maîtrise de façon parfaite au niveau technique l'œuvre.
Mais ce que l'on cherche, ce n'est pas simplement donner à écouter une œuvre brillamment exécutée. Ce que l'on cherche, c'est l'audition. On pourrait dire encore ce que l'on cherche, c'est le silence, la résonance intérieure de l'œuvre. Et voici que cette pianiste va marcher en forêt avant le concert. Elle va marcher en forêt pour laisser cet espace de résonance se redéployer encore plus intensément. Elle arrive au moment du concert, silence devant le piano. Et ce qu'il nous faut comprendre, c'est que l'œuvre, elle est là, elle est radicalement là. Dans sa vulnérabilité, va-t-elle pouvoir la partager dans les mouvements même de ses mains sur le clavier du piano? Mais l'œuvre, elle est là, le mouvement inépuisable de l'œuvre, et il est là en train de circuler en elle. Et il s'agit de laisser ce mouvement se déployer d'une façon telle que les gestes vont à un moment donné surgir, vont communiquer ces invisibles mouvements qui sont l'œuvre elle-même, qui l'habite, qu'elle accueille. Comme si l'œuvre surgissait de son propre silence, inépuisablement. À chaque fois que la pianiste rejoue l'œuvre, elle participe à sa création. Vous m'entendez, la création ici, ce n'est pas simplement la création d'une représentation parmi d'autres, d'une version parmi d'autres, c'est la création de l'œuvre elle-même. Elle laisse l'œuvre surgir dans son énigme, elle consent à laisser l'œuvre surgir dans son inépuisabilité. Et moi-même qui suis là dans la salle de concert, je participe en consentant à perdre pied, en consentant à ne pas être seulement celui qui écoute, en consentant à entendre, à laisser l'œuvre inscrire en moi sa résonance intérieure, je participe de l'événement même de l'œuvre, très singulièrement. Donner à entendre suppose, bien entendu, pour la pianiste, la capacité à exécuter de façon extrêmement technique les différents mouvements constitutifs de l'œuvre en son apparence. Mais ce que l'on cherche, ce n'est pas seulement l'apparence, ce n'est pas seulement l'œuvre dans la tête que l'on parvient à identifier comme étant plus ou moins bien jouée, c'est l'apparaître. Ce que l'on cherche, c'est le surgissement d'une présence. Et il va falloir peut-être pour telle œuvre, à tel moment, pour cette pianiste, beaucoup de temps. Oui, elle la joue parfaitement sur le plan technique, mais ça ne prend pas. La résonance ne surgit pas. Elle n'est pas encore prête. Son cœur n'est peut-être pas encore assez ouvert. Ce n'est peut-être pas encore le moment pour pouvoir laisser l'œuvre pleinement surgir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle va rencontrer un maître, une maître qui entend déjà ce qui est en train de naître. Dans le jeu balbutiant, vous m'entendez, pas balbutiant au plan technique, mais balbutiant au sens de la résonance intérieure qui ne parvient pas encore à s'accueillir, à s'ajuster. Il y a des personnes qui déjà entendent et qui, entendant, peuvent accompagner la pianiste dans ce chemin d'ajustement, ce chemin de préparation intérieure. Il y a ce travail de la préparation technique, et puis il y a cet art très énigmatique de l'ajustement, de l'ajustement des voix, l'ajustement des touchés. Non pas seulement pour parfaire l'exécution technique, mais pour pouvoir laisser surgir un espace de résonance. De la même façon, je peux rencontrer cette personne qui, par sa façon de m'entendre, va me permettre
laisser ma parole surgir comme une parole vivante dans ce qu'elle a de profondément inépuisable, d'énigmatique, de radicalement singulier. Nous ne pouvons naître à la parole qu'en étant entendus. Lorsque je suis en train de chanter, je ne suis pas seulement seul ou en chœur, je ne suis pas seulement en train d'exécuter un chant tout possible. Je suis en train, si je chante véritablement, d'accueillir à même mon corps, à même les modulations de ma voix, je suis en train d'accueillir une énigme, un chant énigme. Lorsque telle personne fait, par exemple, l'appel à la prière, il n'est pas simplement en train d'exécuter une prière allant de soi. Il s'agit de la laisser prendre chair, cette prière. Il s'agit de la laisser prendre, il s'agit de le laisser prendre chair, ce chant, dans son énigme, dans sa résonance intérieure. Et en ce sens, chanter, ce n'est pas seulement réaliser les mouvements vocaux qui font qu'on va pouvoir identifier à même ceci, tel ou tel chant allant de soi. Chanter ou faire l'appel à la prière, c'est devenir serviteur de ce chant. C'est-à-dire l'accueillir dans son énigme, prendre soin de lui, le laisser surgir, se déployer en moi, apparaître. Entendre, de la même façon que donner à entendre, c'est nécessairement donner à entendre et donner à entendre une énigme, un mouvement inépuisable. Merci pour votre patience, merci pour votre écoute. Je voudrais terminer avec ceci. Qui m'est apparu, qui m'apparaît avec une force inouïe en préparant cette deuxième vidéo. Entendre le chant de l'oiseau, de la même façon que voir la montagne Sainte-Victoire. Entendre le chant de l'oiseau, c'est le laisser inscrire en moi son énigme, ce qu'il y a en lui d'inépuisable. Le chant de l'oiseau, c'est un mouvement, c'est un souffle qui se déploie, qu'il s'agit d'accueillir, qu'il s'agit de laisser être. En ce sens, le chant de l'oiseau, pour autant que je l'entends, et pour une part je l'entends toujours, mais il s'agit de libérer cette entente. Le chant de l'oiseau, il me communique du mouvement. Il inscrit en moi du mouvement. Il inscrit sa propre inépuisabilité en moi. En ce sens, il faudra le déployer toujours plus profondément. Il inscrit en moi son secret, sa vie. En ce sens, entendre le chant de l'oiseau, c'est consentir à le laisser me donner, à le laisser partager en moi ce mouvement inépuisable qui le constitue. C'est le laisser me nourrir, c'est le laisser me vitaliser. Vous entendez, dans un monde où il n'y aurait plus, au sens où nous l'entendons, des oiseaux, des rivières, des montagnes, au sens des oiseaux énigmes, des montagnes énigmes, des rivières énigmes, dans un monde qui ne serait plus peuplé que de choses allant de soi, disponibles à nos différents intérêts, dans ce monde-là où les rivières ne seraient avant tout que des rivières, seraient avant tout des rivières dans la tête, les oiseaux, des oiseaux dans la tête, des montagnes dans la tête, dans ce monde-là, mais nous serions
incapables de recevoir des choses même, de leur énigme même, la vie qui les traverse. De la même façon que l'oiseau ne peut surgir dans son énigme que pour autant que je consens à l'accueillir et que pour autant que je laisse ce qu'il y a d'inépuisable dans ma vie s'y mettre en jeu, de la même façon, je ne peux advenir à l'inépuisabilité de ma propre vie qu'en étant mis en vie, nourri, vitalisé par le chant des oiseaux, par les montagnes, par les rivières, par celles et ceux que je rencontre. Entendre, c'est consentir à être porté dans la vie par cela même que j'entends. Et donc il y a en ce sens une façon d'occulter l'énigme même des choses qui met à mal en profondeur notre désir de vivre, notre vitalité. De la même façon, il y a une façon de ne pas nous accueillir dans l'énigme de nos vies, dans cet inépuisable qui nous traverse et qui fait la singularité radicale de chacune et de chacun. Il y a une façon de ne pas nous accueillir dans notre énigme, mais qui fait disparaître les choses, qui met à mal leur présence, leur souffle intérieur, leur mouvement invisible, la vie en eux, le mouvement inépuisable de la vie en eux. Entendre le chant de l'oiseau, c'est-à-dire se consentir à naître avec lui, à cette inépuisabilité de la vie en nous. Je vous remercie pour votre écoute. Il me tarde de vous retrouver. À bientôt si vous le désirez, si nous le pouvons. Merci.